Un chiffre tombe, net, et renverse la table financière du Burkina Faso. Alors que l'Afrique de l'Ouest voit ses charges s'alourdir, le pays inverse sa trajectoire en quelques mois, réduisant une dette intérieure jadis écrasante par une discipline budgétaire rare. Que signifie ce basculement pour la stabilité quotidienne ? Et pourquoi le nom d'Ibrahim Traoré s'impose-t-il au cœur de cette accélération ? Un centre de gravité économique semble se déplacer. Cette analyse s'appuie sur une promesse claire, comprendre ce que change réellement une dette intérieure en recul rapide au-delà de l'effet d'annonce. Le bénéfice central tient dans 10 mots. Un État plus stable, moins dépendant, mieux protégé des crises. Mais l'enjeu dépasse largement un indicateur comptable. Lorsque la dette recule, ce sont les marges de décision publique qui se transforment. Capacité à financer des infrastructures sans urgence, possibilité de soutenir les secteurs productifs sans déséquilibrer le budget, et surtout restauration progressive de la confiance économique. A l'inverse, si la dynamique venait à se rompre, les fragilités passées pourraient ressurgir rapidement, annulant des mois d'efforts méthodiques. La question centrale devient alors stratégique. S'agit-il d'un succès ponctuel, lié à une conjoncture favorable, ou du signe qu'un changement de vitesse structurelle est réellement engagé ? La réponse importe autant pour les institutions que pour les ménages et les entreprises, car elle conditionne la lisibilité de l'avenir économique. C'est précisément ce fil qu'il faut dérouler, donner à l'appui. La dette intérieure du Burkina Faso ne recule pas lentement, elle décroît à une vitesse inhabituelle. En 2025, elle tombe à 161 milliards de francs CFA, et après avoir dépassé 370 milliards un an plus tôt, tandis que plus de 200 milliards sont remboursés entre janvier et fin novembre. Ce double mouvement constitue la mini-révélation. Il ne s'agit ni d'un paiement symbolique, ni d'un ajustement marginal, mais d'un effort continu, étalé sur 11 mois, révélant une mécanique budgétaire tenue dans le temps. Dans un environnement régional marqué par l'augmentation des charges financières, cette trajectoire inverse immédiatement la comparaison. Le contraste est d'autant plus frappant qu'il ne repose pas sur une entrée exceptionnelle de capitaux, mais sur une réorganisation interne. Pour comprendre cette bascule, il faut replacer les chiffres dans leur contexte. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, les décisions financières cessent d'être pensées comme des interventions isolées. Elles s'inscrivent dans une chaîne cohérente, réduction des dépenses non prioritaires, amélioration de la collecte des recettes nationales et limitation volontaire du recours aux emprunts extérieurs. Chaque levier, pris isolément, aurait produit un effet limité. Leur combinaison crée une dynamique cumulative. Le contexte mondial aurait pourtant pu freiner ce mouvement. Volatilité des matières premières, pression inflationniste et resserrement des conditions de financement constituent un arrière-plan défavorable. Beaucoup de pays comparables voient alors leur dette progresser. Le Burkina Faso choisit une logique opposée, optimiser ce qui existe déjà. Les secteurs agricoles, industriels et miniers ne connaissent pas une explosion soudaine, mais une meilleure captation de leurs revenus mieux orientés vers l'objectif central. Cette cohérence explique pourquoi la dynamique ne s'essouffle pas au fil des mois. Elle transforme une série de paiements en trajectoires lisibles. Les chiffres deviennent alors plus qu'un constat, ils signalent un changement de méthode. Ibrahim Traoré apparaît ici non comme l'unique facteur, mais comme le point de convergence d'une gouvernance resserrée qui donne une direction claire aux arbitrages budgétaires. La question reste ouverte. Comment cette méthode se traduit-elle concrètement sur le terrain ? Sur le terrain, la transformation ne commence pas par un discours politique, mais par un changement de geste quotidien. Dans les récits administratifs de 2025, une figure revient avec insistance, celle de l'exécutant budgétaire chargé d'appliquer, ligne après ligne, les nouvelles directives financières. Moins visible que les annonces officielles, ce rôle devient central lorsque le suivi des dépenses se resserre et que chaque allocation doit être justifiée. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette fonction gagne en intensité. Les équipes financières produisent désormais des rapports réguliers permettant d'ajuster rapidement les priorités et de détecter les écarts avant qu'ils ne s'installent. Ce changement de cadence modifie la manière dont l'État interagit avec les secteurs productifs. Un premier cas illustre cet effet précoce. Dans une région agricole du centre, des crédits initialement dispersés sont redirigés vers la modernisation de systèmes d'irrigation. Les résultats ne sont pas spectaculaires à court terme, mais plusieurs exploitations parviennent à stabiliser leur production.
Cette régularité réduit la dépendance aux importations coûteuses et sécurise des revenus auparavant erratiques. Un second exemple apparaît dans l'industrie de transformation. Une petite unité agroalimentaire, freinée par des coûts d'emprunt élevés, bénéficie de la détente progressive observée sur les taux locaux. L'allègement n'entraîne pas une expansion rapide, mais il permet de maintenir l'activité, de conserver les emplois et de contribuer de manière continue aux recettes nationales. Ces micro-effets s'additionnent. Moins de gaspillage, des flux internes plus lisibles et un climat financier moins tendu modifient progressivement les comportements économiques. L'idée essentielle est simple. La stabilité commence toujours par des ajustements précis. Au début de 2025, le déclencheur paraît presque technique. Le gouvernement annonce une révision immédiate des priorités budgétaires, limitant strictement les dépenses jugées non essentielles et recentrant les flux financiers vers un objectif unique, réduire la dette intérieure. Ce choix marque une rupture claire avec les pratiques antérieures, où les arbitrages étaient souvent fragmentés. Avant, la dette progressait malgré les ajustements. Après, chaque dépense doit prouver son utilité économique. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette directive se diffuse rapidement. Les ministères, agences et entreprises publiques reçoivent la même consigne. Justifier chaque allocation, documenter chaque sortie de trésorerie et accepter des marges de manœuvre plus étroites. La contrainte est forte, mais elle crée un effet immédiat de lisibilité. Les circuits financiers, auparavant opaques ou dispersés, deviennent plus courts et plus contrôlables. Cette phase d'activation installe une attente collective autour des premiers résultats mesurables. Le point culminant s'étend du printemps au début de l'automne. Mois après mois, les remboursements de dettes s'enchaînent et dessinent une courbe presque continue. L'agriculture modernisée commence à produire des volumes plus réguliers grâce au système d'irrigation amélioré. L'industrie de transformation, encore modeste, se structure autour de projets mieux financés et mieux suivis. Le secteur minier, quant à lui, devient un contributeur décisif. La formalisation accrue et la meilleure captation des revenus génèrent des flux indispensables pour les caisses nationales. L'enchaînement est clair en enjouement clair, davantage de recettes internes, moins de besoins d'emprunt et une capacité de remboursement qui s'accélère. À mesure que la dette recule, un autre phénomène apparaît. Les institutions financières locales observent la trajectoire et ajustent leur perception du risque. Les taux d'intérêt commencent à se stabiliser, allégeant la pression sur les entreprises nationales. Ce changement ne provoque pas une explosion de l'investissement, mais il dessert un verrou qui freinait l'activité. Le cercle vertueux prend forme. La discipline budgétaire nourrit la confiance et la confiance renforce la discipline. La phase de rémanence s'installe lorsque ces effets dépassent le seul champ financier. Les administrations adoptent durablement de nouveaux réflexes de gestion. Les entreprises privées revoient leurs plans d'investissement avec plus de visibilité. Les ménages, confrontés à une inflation plus contenue, ajustent progressivement leurs attentes. La discipline, d'abord vécue comme une contrainte, devient un repère collectif. Ce passage du choc initial à la continuité marque un basculement. Ce qui aurait pu rester un effort ponctuel se transforme en dynamique lisible, portée par une méthode plus que par un événement isolé. Ibrahim Traoré apparaît ici comme le catalyseur d'un processus où chaque étape renforce la suivante, donnant à la trajectoire financière une cohérence rarement observée sur une période aussi courte. Le point de départ est clair, une dette intérieure élevée, perçue comme un poids structurel. En début de période, elle dépasse 370 milliards de francs CFA, limitant la capacité de l'État à financer ses priorités sans tension permanente. Ce niveau constitue le point de référence, celui d'un budget contraint où chaque dépense supplémentaire accroît la fragilité globale. Une première évolution apparaît avec la chute rapide de ce stock. En 2025, la dette intérieure recule jusqu'à 161 milliards de francs CFA. Cette diminution ne traduit pas seulement une amélioration comptable, elle signifie que les obligations domestiques sont honorées plus vite qu'elles ne s'accumulent. En termes simples, l'État libère de l'espace budgétaire. Moins de charges à refinancer implique davantage de marge pour orienter les ressources vers d'autres usages économiques. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cet allègement devient un indicateur central de crédibilité financière. Un deuxième repère quantitatif concerne le volume total remboursé.
Plus de 200 milliards de francs CFA sont réglés entre janvier et fin novembre. Ce chiffre donne la mesure de l'effort consenti. Il montre que la réduction du stock ne résulte pas d'un paiement ponctuel, mais d'une cadence soutenue, maintenue sur 11 mois. Chaque versement s'inscrit dans une orchestration budgétaire continue, où les recettes internes et les arbitrages de dépenses sont étroitement synchronisés. Cette régularité distingue la trajectoire de 2025 d'un simple ajustement de fin d'exercice. Un troisième élément chiffré concerne la réaction de l'environnement financier local. À mesure que la dette intérieure recule, les taux d'intérêt commencent à se stabiliser. Ce mouvement n'est pas immédiat, mais il est perceptible dès les premiers mois du reflux. Les institutions financières interprètent la baisse de la dette comme un signal de discipline durable. La prévisibilité accrue réduit la prime de risque appliquée aux entreprises nationales. L'évolution se lie alors dans les comportements. Planification plus longue, décision d'investissement moins défensive et circulation du crédit plus fluide. Pris séparément, ces chiffres pourraient sembler techniques. Ensemble, ils dessinent une trajectoire cohérente. La réduction volontaire des dépenses non prioritaires alimente la capacité de remboursement. Les recettes issues des secteurs productifs, mieux captées, soutiennent la cadence. L'agriculture modernisée apporte une régularité nouvelle, l'industrie de transformation consolide ses flux et le secteur minier renforce sa contribution budgétaire. Aucun de ces secteurs ne connaît une explosion isolée. Le rapport combiné crée un effet cumulatif. Cette lecture, du point de référence aux évolutions successives, permet aussi de comprendre la nature du changement. Le budget passe d'un état de tension permanente à une configuration plus flexible. Les chiffres ne servent plus seulement à constater une amélioration, ils deviennent des repères pour ajuster les décisions futures. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, l'objectif n'est pas seulement de réduire la dette, mais de rendre cette réduction reproductible dans le temps. Ainsi, les données confirment que la dynamique observée n'est ni accidentelle ni éphémère. Elle repose sur une combinaison mesurée de discipline, de mobilisation interne et de coordination budgétaire. Les chiffres, ici, ne racontent pas un exploit isolé. Ils décrivent une méthode. Une première lecture, favorable, soutient que le Burkina Faso a engagé une transformation économique durable. Selon cette analyse, la réduction rapide de la dette intérieure reflète un recentrage méthodique des politiques publiques. La discipline budgétaire, combinée à une meilleure mobilisation des recettes internes, aurait permis d'élargir la base financière de l'État sans sacrifier les secteurs productifs. Dans cette perspective, l'agriculture modernisée, l'industrie de transformation en structuration et le secteur minier mieux encadré constituent des piliers capables de soutenir l'effort dans le temps. La trajectoire de 2025 serait alors le signe d'un changement structurel et non d'un simple ajustement conjoncturel. Une seconde lecture, plus sceptique, invite toutefois à la prudence. Elle avance que l'accélération du remboursement pourrait exercer une pression excessive sur les capacités internes. La baisse rapide de la dette intérieure pourrait provenir d'une compression forte des dépenses publiques, difficilement soutenable à long terme. Cette analyse souligne également la vulnérabilité potentielle des recettes, en particulier celles liées aux matières premières, sensibles aux fluctuations des marchés mondiaux. Dans ce scénario, la performance observée en 2025 masquerait des fragilités susceptibles de réapparaître dès que le contexte se durcit. Pour départager ces deux positions, il faut revenir aux éléments factuels issus des données disponibles. Le recul de la dette de 370 à 161 milliards de francs CFA ne s'accompagne pas d'un effondrement des investissements productifs. Les infrastructures agricoles continuent d'être modernisées, les unités de transformation maintiennent leur activité et le secteur minier renforce sa contribution budgétaire. De plus, les remboursements supérieurs à 1200 milliards de francs CFA sur 11 mois traduisent une cadence régulière plutôt qu'une extraction brutale de liquidités. Ces éléments suggèrent que la dynamique ne repose pas uniquement sur une austérité ponctuelle. Elle reflète une synchronisation entre recettes domestiques, arbitrage budgétaire et contrôle administratif renforcé. Cela n'élimine pas les risques à moyen terme, mais réduit la probabilité d'une fragilisation immédiate. Ainsi, si le scepticisme demeure légitime, les données disponibles penchent en faveur d'une trajectoire plus organisée qu'il n'y paraît à première vue. Un pivot silencieux s'installe.
À ce stade, l'attention ne se fixe plus uniquement sur la baisse de la dette intérieure, mais sur la manière dont l'économie commence à se réorganiser autour de nouveaux repères. Le changement n'apparaît pas dans un chiffre spectaculaire supplémentaire, mais dans une série de signaux secondaires. Délais de paiement plus courts, prévisibilité accrue pour les entreprises et capacité renforcée des administrations à ajuster leur budget sans repousser des projets essentiels. C'est ici que le milieu du parcours révèle sa portée réelle. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, les mécanismes budgétaires cessent d'être de simples outils de correction. Ils deviennent des instruments de structuration des comportements économiques. Les agriculteurs investissent avec davantage de confiance, les unités de transformation planifient sur plusieurs cycles et les acteurs miniers synchronisent mieux leurs opérations avec les besoins de trésorerie nationale. Ce pivot modifie progressivement la perception collective. Ce qui était interprété comme un succès de circonstance commence à être lu comme un indicateur de stabilité émergente. La dette continue de reculer, mais surtout, les réflexes de gestion changent. Le risque d'un retour rapide au déséquilibre passé s'atténue. Le milieu du récit marque ainsi une transition claire. L'effort ponctuel devient trajectoire, et la trajectoire commence à produire ses propres effets d'entraînement. Pour l'État, la réduction rapide de la dette intérieure modifie en profondeur la marge de manœuvre budgétaire. Lorsque les remboursements s'enchaînent et que le stock recule, la gestion publique gagne en souplesse. Les arbitrages ne sont plus dictés par l'urgence permanente, mais par une hiérarchisation plus lisible des priorités. Les administrations peuvent programmer des dépenses sans craindre un effet de saturation immédiat. Cette crédibilité retrouvée renforce la capacité de pilotage macroéconomique. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, la dette cesse ainsi d'être un frein structurel pour devenir une variable maîtrisée. Pour les entreprises nationales, l'effet est d'abord financier, puis stratégique. Le reflux de la dette intérieure envoie un signal clair aux institutions locales. Le risque souverain diminue. En conséquence, les conditions de crédit commencent à s'assouplir. Les petites et moyennes entreprises, longtemps contraintes par des taux élevés, retrouvent un espace de planification. Les unités de transformation, notamment dans l'agroalimentaire, peuvent envisager des investissements progressifs plutôt que des stratégies de survie. L'environnement reste exigeant, mais il devient plus prévisible. Cette visibilité change la nature des décisions économiques. Pour les ménages, les retombées sont plus diffuses, mais réelles. La stabilisation des finances publiques contribue à contenir certaines pressions inflationnistes et à réduire les à-coups liés aux ajustements budgétaires brutaux. Dans les zones rurales, l'amélioration des infrastructures d'irrigation soutient des revenus agricoles plus réguliers. Cette continuité permet aux familles d'étaler leurs dépenses, de limiter l'endettement informel et de mieux anticiper les périodes creuses. La dette intérieure, longtemps perçue comme un concept lointain, se traduit ici par une plus grande lisibilité du quotidien. Pour le positionnement du pays à l'échelle régionale et internationale, la trajectoire observée en 2025 marque une rupture symbolique. Dans un contexte ouest-africain caractérisé par l'alourdissement des charges financières, le Burkina Faso affiche une dynamique inverse. Le remboursement de plus de 200 milliards de francs CFA en 11 mois, sans paralysie des secteurs productifs, renforce la crédibilité externe. Les partenaires financiers et les observateurs régionaux interprètent cette évolution comme un signe d'autonomie budgétaire accrue. Le pays ne se définit plus uniquement par ses vulnérabilités, mais par sa capacité à mobiliser ses ressources internes. Ces 4 niveaux d'impact convergent vers un même constat. La réduction de la dette intérieure n'est pas une opération isolée. Elle agit comme un levier transversal, influençant la décision publique, la stratégie des entreprises, la stabilité des ménages et l'image du pays. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette dynamique commence à produire des effets tangibles, même si elle reste encore en phase de consolidation. La question devient alors essentielle. Ces impacts peuvent-ils se renforcer dans la durée sans perdre leur équilibre ? La trajectoire engagée ouvre désormais une fenêtre stratégique où plusieurs futurs restent possibles. Rien n'est figé, car la dynamique observée repose sur des ajustements continus plutôt que sur un choc unique. À horizon de 6 à 12 mois,
3 scénarios distincts permettent de tester la solidité du mouvement. Dans un scénario de continuité maîtrisée, si la discipline budgétaire se maintient sans durcissement excessif, la trajectoire actuelle devrait se prolonger. La dette intérieure continuerait de reculer, mais à un rythme plus modéré que celui observé en 2025. Les recettes agricoles stabilisées, un secteur minier structuré et une industrie de transformation en consolidation soutiendraient un équilibre fragile mais lisible. Les taux d'intérêt locaux resteraient contenus, offrant aux entreprises un environnement prévisible. Ce scénario repose sur une exécution régulière et une capacité à éviter les écarts de gestion. Dans un scénario plus optimiste, si les leviers productifs gagnent en rendement, la marge budgétaire pourrait s'élargir plus rapidement. Une meilleure exploitation des infrastructures d'irrigation, une montée en gamme progressive de l'industrie de transformation et une captation accrue des revenus miniers renforceraient les flux internes. Dans cette configuration, la dette reculerait plus vite que prévu, libérant des ressources supplémentaires pour financer les infrastructures et les compétences locales. L'environnement financier gagnerait en stabilité, renforçant l'attractivité du pays pour les investisseurs régionaux. Ce scénario exige une coordination étroite et l'absence de chocs externes majeurs. Dans un scénario de risque, si la conjoncture mondiale se dégrade, notamment par une chute des prix des matières premières ou un resserrement des échanges, la dynamique pourrait marquer un palier. La baisse des recettes internes contraindrait l'État à ralentir les remboursements. Les marges de manœuvre se resserreraient et certaines priorités pourraient être reportées. Les acquis ne disparaîtraient pas, mais la vitesse de transformation s'atténuerait. La stabilité resterait possible au prix d'une flexibilité réduite. Ces scénarios montrent que l'enjeu principal n'est plus le chiffre isolé, mais la cohérence des choix à venir. La question clé devient alors une boussole stratégique. Comment préserver l'élan sans créer de nouvelles fragilités ? Pour les citoyens, la transformation budgétaire se traduit d'abord par une baisse de l'incertitude. Lorsque la dette intérieure recule et que les finances publiques gagnent en stabilité, le quotidien devient plus lisible. Les ménages, en particulier dans les zones rurales, peuvent mieux anticiper leurs dépenses grâce à des revenus agricoles plus réguliers. La modernisation progressive des infrastructures d'irrigation réduit les ruptures de production et atténue la dépendance aux ajustements de dernière minute. Cette prévisibilité, encore partielle, modifie néanmoins la manière dont les familles planifient leurs besoins essentiels. Pour les petites et moyennes entreprises, l'impact se joue sur le terrain de la décision. Un environnement financier plus stable et des taux d'intérêt moins volatiles permettent de sortir d'une logique strictement défensive. Les entrepreneurs peuvent envisager des investissements graduels, étaler leurs projets et mieux calibrer leurs risques. Les secteurs liés à la transformation agricole et aux activités minières locales bénéficient d'un cadre administratif plus lisible, ce qui facilite la projection à moyen terme. La visibilité ne supprime pas les contraintes, mais elle change la nature des arbitrages. Pour la jeunesse, la dynamique engagée ouvre un horizon différent. La consolidation des secteurs productifs s'accompagne d'une valorisation accrue des compétences locales. Les formations techniques, notamment dans l'agriculture modernisée, l'industrie naissante et l'extraction minière encadrée, deviennent des passerelles vers une insertion plus durable. Le débat se déplace progressivement. Il ne s'agit plus seulement de gérer des pénuries, mais de construire des trajectoires professionnelles ancrées dans les ressources du pays. À l'échelle individuelle, 2 gestes modestes prennent alors sens. S'informer sur les priorités économiques locales et soutenir les initiatives productives proches permettent d'ancrer la stabilité dans la durée. La transformation budgétaire n'est pas abstraite. Elle se nourrit de décisions quotidiennes. La question reste ouverte. Comment chaque acteur peut-il renforcer cet élan sans en fragiliser l'équilibre ? La stabilité budgétaire observée en 2025 ne devient durable qu'à une condition : être structurée dans le temps. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, plusieurs chantiers déjà engagés peuvent être ordonnés en une feuille de route cohérente, sans ajouter de nouveaux faits, mais en prolongeant les mécanismes existants. D'abord, maintenir des ajustements budgétaires continus. Le ministère des Finances conserve un rôle central en révisant régulièrement les dépenses publiques. Chaque trimestre, les écarts entre allocations prévues et exécutées sont analysés afin d'identifier rapidement les dérives.
La mesure repose sur un suivi précis des écarts, évitant que les déséquilibres ne s'installent durablement. Ensuite, consolider les recettes internes. Les agences fiscales, en lien avec les secteurs productifs, optimisent la collecte issue de l'agriculture modernisée, de l'industrie de transformation et du secteur minier mieux encadré. Des mises à jour semestrielles permettent d'ajuster les projections. L'indicateur clé reste la progression régulière des entrées budgétaires domestiques, condition essentielle pour limiter le recours au financement extérieur, puis renforcer la prévisibilité financière. Les institutions financières locales surveillent l'évolution des taux d'intérêt sur une base mensuelle. L'objectif est de maintenir un environnement suffisamment stable pour soutenir la planification des entreprises. La variation des taux constitue ici la mesure de référence. Enfin, investir dans les capacités humaines. Les ministères sectoriels et les centres de formation déploient des programmes annuels visant à renforcer les compétences dans l'agriculture, l'industrie et l'extraction minière. Le suivi s'effectue par le nombre de travailleurs formés et intégrés. Ainsi structurée, cette feuille de route transforme un succès budgétaire en socle durable aligné avec la logique initiée sous Ibrahim Traoré. Au terme de cette trajectoire, un motif déjà aperçu plus tôt revient avec force, celui des gestes discrets qui finissent par redessiner un système entier. Les ajustements budgétaires initiaux, perçus comme techniques, ont servi de socle à une transformation plus profonde. Ils rappellent les scènes de terrain évoquées précédemment, où chaque dépense devait être justifiée et chaque ressource domestique mobilisée avec précision. Ces décisions, souvent invisibles au grand public, ont pourtant déplacé les lignes d'une économie longtemps contrainte. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette rigueur n'a pas été présentée comme un renoncement, mais comme un moyen d'élargir le champ des possibles. Dans les campagnes, la régularité des revenus agricoles commence à remplacer l'incertitude. Dans les unités de transformation, la visibilité financière permet de maintenir l'activité sans céder à l'urgence permanente. Dans les zones minières, la montée en compétences progressives renforce la productivité locale. La réduction de la dette intérieure devient alors plus qu'un résultat comptable. Elle se transforme en marqueur de cohérence. Elle signale qu'une méthode peut produire de la stabilité, même dans un contexte régional et mondial instable. Cette évolution reste inachevée, mais elle dessine déjà un horizon plus lisible pour ceux qui construisent l'économie au quotidien. Une stabilité durable n'est toujours d'efforts persistants. L'histoire racontée ici ne se limite pas à une séquence budgétaire réussie. Elle esquisse un modèle où la discipline financière et la mobilisation des ressources locales deviennent des leviers de stabilité collective. Dans un environnement mondial incertain, cette trajectoire interroge la manière dont un pays peut renforcer sa résilience sans dépendre excessivement de facteurs externes. Elle invite aussi à dépasser la lecture des chiffres pour observer les comportements qu'ils façonnent. Pour les citoyens, les entreprises et les observateurs, l'enjeu n'est pas seulement d'applaudir un résultat, mais de comprendre les conditions qui le rendent possible. Quels mécanismes méritent d'être consolidés? Où se situent les fragilités encore latentes et comment éviter que la recherche de stabilité ne se transforme en rigidité? Le débat gagne à rester ouvert et nuancé. Partager des analyses, confronter des points de vue et suivre l'évolution des réformes permet d'enrichir la compréhension collective. Une économie plus autonome se construit aussi par la qualité des échanges qu'elle suscite. La trajectoire du Burkina Faso continue de s'écrire. Elle mérite d'être observée avec attention, questionnée sans excès et discutée avec méthode. Selon vous, quels signaux faudra-t-il surveiller pour juger si cette stabilité peut réellement s'inscrire dans la durée ?